Donc, merci de vous avoir joints à nous dans le cadre des webinaires Microage par la technologie. Le sujet de notre conversation aujourd'hui est la cyberassurance, un sujet qui peut être complexe et difficile à naviguer pour beaucoup d'entreprises et organisations. Donc, mon nom est Maria Fioré. Je suis directeur des opérations ici à Microage et je suis accompagnée aujourd'hui par notre présentateur invité et expert en cyberassurance, George Lambropoulos. Désolé, George. Il est vice-président dans la pratique de cybersécurité chez Marsh Canada, ainsi que Sergio Lima, directeur succès à la clientèle ici à Microage, pour parler du côté services et solutions TI de l'affaire. Donc, bienvenue, messieurs. Sergio, si tu veux changer les slides, ça c'est nous. Oui, parfait. Donc, avant de débuter, quelques petites notes. Comme vous l'avez déjà constaté, tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Nous avons deux experts dans leur matière avec nous aujourd'hui, comme je mentionnais, et nous vous encourageons à nous poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet questions de l'outil webinaire et George et Sergio vont y répondre au fur et à mesure que les questions rentrent. Dernièrement, nous enregistrons ce webinaire et l'enregistrement vous sera envoyé un peu plus tard aujourd'hui. Vous pouvez partager avec des collègues qui pourraient en bénéficier ou les réécouter si vous voulez. Du même coup, nous allons vous envoyer un lien vers le guide gratuit que nous vous offrons aujourd'hui. Donc, avec ça, avant de passer la parole à George et à Sergio, je prends quelques instants pour vous donner un petit survol de Microage. Donc, Microage a 39 bureaux à travers le Canada, ce qui fait de nous un des plus grands réseaux d'experts en informatique au pays. Ce n'est pas d'ailleurs que nous existons comme fournisseurs de services et solutions TI à nos clients. Nous sommes dans notre 41e année d'affaires. La technologie est sans doute une passion pour nous, mais notre raison d'être est d'aider nos clients à atteindre les résultats qu'ils recherchent en utilisant les bonnes technologies pour leur entreprise. Notre approche est simple. Notre équipe de professionnels, comme Sergio, travaille avec vous pour comprendre votre entreprise, vos enjeux, vos objectifs, afin de recommander et fournir les services et les solutions dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que vous recherchez. C'est notre façon de faire. Donc, avec ça, George, je vais passer la parole à toi. Je vais juste changer de présentateur. Excellent. Donc, si vous pouvez juste confirmer que vous êtes capable de voir mon écran. Oui, absolument. Parfait. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du sujet de cyberassurance, un sujet qui est très à propos, que beaucoup de compagnies en discutent actuellement. Et quelque chose que pour moi, c'est un sujet pour lequel je suis très passionné. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions suite à la présentation et d'être capable de démystifier un peu le sujet de la cyberassurance. Donc, pour en commencer, on va faire un survol des couvertures qui se trouvent à la base dans une police cyberassurance. Donc, il y a deux parties. On a ce qu'on appelle la couverture de première partie, donc toutes les pertes directes engagées par l'assuré, et par la suite la responsabilité civile, donc défense et responsabilité encourues du fait de dommages causés à autrui par l'assuré. Donc, si on commence par la couverture de première partie, ce qu'on a là-dedans, c'est premièrement l'interruption des affaires et les frais supplémentaires. Donc, si jamais vous faites face à un cyber-événement qui impacte vos revenus de façon matérielle, la police peut venir vous aider et assurer la différence dans les revenus jusqu'au moment que vous pouvez retourner au même niveau que vous étiez avant l'événement. Par la suite, on a aussi la protection des actifs de données, donc les coûts de restauration, de récréation, de récollecte de vos données et autres actifs incorporels corrompus ou détruits suite à l'événement. On a tous les coûts qui sont reliés à la gestion de l'événement, donc
si vous avez des coûts de forensics ou du PR que vous avez dû, pour lequel vous avez dû payer suite à l'événement, ça tombe sous la couverture cyberassurance aussi. Et finalement, dans la section première partie, on a, en mon opinion, ce qui est la couverture la plus importante, la couverture pour tout ce qui est cyber-extorsion. Donc, pour le paiement d'une rançon, le paiement actuel est couvert par la police. Donc, on entend souvent parler aux nouvelles d'une compagnie qui a fait face à une rançon de quelques centaines de mille ou parfois 1 million, 2 millions de dollars. Ce montant-là est un montant qui est assurable si vous achetez une police de cyberassurance. Donc, quelque chose qui est très attrayant pour les compagnies qui essaient de mitiger ce risque. Du point de vue responsabilité civile, nous avons ce qu'on appelle le privacy liability, donc le défaut d'empêcher l'accès, la divulgation ou la collecte non autorisée ou le manquement d'autres personnes à qui vous avez confié ces informations pour ne pas avoir correctement notifié une violation de la vie privée. Par la suite, le network security liability, donc toute défaillance de la sécurité du système pour empêcher ou atténuer une attaque informatique. Et finalement, le Privacy Regulatory Defense Costs, donc atteinte à la vie privée et amendes ou sanctions connexes imposées par les régulateurs. Donc, évidemment, ce sont les couvertures de base qui se trouvent dans une police cyberassurance. Bien sûr, lorsque vous achetez une police avec un certain assureur, ça se peut qu'il y ait certaines différences dans les couvertures, quelques ajouts et peut-être quelques petites modifications dans les couvertures offertes. Et on va en parler un peu plus tard dans la présentation. Mais parlons aussi un peu des limitations et des exclusions de la police cyberassurance, car c'est bien de comprendre ce qui est couvert par la police, mais c'est aussi très bien de comprendre ce qui n'est pas couvert par la police. Donc, en premier lieu, toute atteinte à la réputation ne serait pas couvert par une police cyberassurance. Les coûts de remédiation, donc les coûts pour corriger les systèmes, c'est-à-dire le matériel, ou améliorer le réseau ou les contrôles au-delà de ce qui existait avant une cyberattaque, malheureusement, n'est pas couvert par une police. Donc, similairement à une police d'assurance automobile, si vous avez à changer votre véhicule, votre assureur ne vous donnerait pas un véhicule avec une valeur au-delà de celle que vous aviez auparavant. Donc, c'est pareil avec la cyber. La police va vous permettre de vous retourner au même niveau que vous étiez auparavant, mais si vous voulez faire des améliorations, ces coûts-là sont à vos frais. Tout vol de propriété intellectuelle n'est pas couvert par une police. La cybercriminalité, donc ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, une fois encore, n'est pas couvert par une police. Et cette partie-là peut être un peu difficile à comprendre, car dans les années précédentes, il y a 2-3 années, l'ingénierie sociale en faisait partie dans les polices cyber. Mais il y a eu beaucoup de confusion parce que les polices crimes aussi offraient la même couverture. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes avec 2 polices qui couvrent un même événement, tous les assureurs cyber maintenant excluent l'ingénierie sociale et c'est couvert sur une police crime, car techniquement, un événement d'ingénierie sociale n'est pas un événement cyber. Il n'y a pas eu de brèche, il n'y a jamais de brèche du réseau. C'est vraiment quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre et qui truque un collègue à faire un virement de fonds. Donc, ça tombe vraiment sous la police crime et non cyber. Et quelques autres exclusions que nous voyons dans les polices. Donc, évidemment, connaissance préalable ne serait jamais couvert par aucune police. Et dans ce cas-ci, pas dans une police cyber. Le comportement frauduleux ou criminel de la direction n'est pas couvert par une police cyber. Ceci étant dit, s'il y a des employés qui ne font pas partie de la direction, qui ont un comportement frauduleux, qui volent des informations à l'interne, des informations personnelles à l'interne et qui les vendent dans le dark web, ce genre d'événement-là peut être couvert par une police. C'est vraiment le comportement frauduleux de la direction qui n'est pas couvert. Toute réclamation pour blessures corporelles ou dommages matériels ne serait pas couvert. Évidemment, aucune police d'assurance n'offre de la couverture pour la guerre. Ceci étant dit, les polices cyber offrent la couverture pour ce qu'on appelle le cyberterrorisme.
Donc, la majorité des événements qui ont lieu, ce sont des événements de cyberterrorisme, si on veut, ou des tierces parties qui agissent indépendamment. On voit très rarement et très peu des attaques ou des réclamations qui ont lieu suite à une attaque d'un pays. C'est jamais un pays qui fait les attaques, c'est vraiment des tierces parties. Donc, cette exclusion-là, on ne la voit pas très souvent. Les réclamations en responsabilité contractuelle, évidemment, et toute coupure de courant. Donc, si pour une raison ou une autre, Hydro-Québec coupe l'électricité et que vous avez une panne, toute perte qui a lieu suite à cette panne-là n'est pas couverte sur une police cyber. Donc, il faut encore... Oui. Excuse-moi, si je peux rajouter, peut-être donner des scénarios aux gens qui écoutent. L'ingénierie sociale et les coûts de rémédiation, on voit ça souvent dans les interventions qu'on est impliqué. Puis l'ingénierie sociale, ça c'est un bon exemple. Quelqu'un qui travaille dans la comptabilité reçoit un courriel qui n'est vraiment pas un bon courriel pour transférer 10 000 $ à un compte de banque. Ils le font. Ça, c'est pas couvert, en fait. C'est ça parce que c'est une action d'ingénierie sociale ou piratage psychologique qu'ils appellent. C'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Et l'autre scénario, au niveau des coûts de rémédiation, nous, souvent, on arrive, on règle, on essaie d'enlever le virus ou quoi que ce soit, mais si on remarque qu'il n'y a pas de multifacteur, il n'y a pas de VPN, le pare-feu n'est pas adéquat, bien ça représente des coûts de rémédiation au-dessus que l'assureur va payer. Exactement, exactement, oui. Et donc, un peu comme j'ai dit un peu plus tôt pour les couvertures, quand on parle de limitations et exclusions, ce sont les limitations et exclusions générales, mais lorsque vous mettez en place une police, votre courtier, à ce moment-là, peut vous décrire les limitations et exclusions spécifiques que vous avez dans votre police avec l'assureur X que vous choisissez. Donc, pour vous donner un sommaire du marché de la cyberassurance, c'est un marché qui a beaucoup évolué dans les 2-3 dernières années. Je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous sur l'appel qui ont des polices qui ont eu des renouvellements un peu difficiles dernièrement. Et la raison pour laquelle, c'est qu'on a vu une augmentation sévère de la fréquence et de la gravité des sinistres dans les 2 dernières années. Et donc, ce qui est arrivé, c'est la profitabilité des assureurs a tombé. Les polices cyber ne sont plus rentables pour les assureurs, donc ils doivent augmenter les taux sur tous les renouvellements et pour tous les comptes qu'ils assurent, même ceux qui n'ont aucune perte historique sur leur police. En termes de la capacité qu'ils peuvent offrir, auparavant, les assureurs domestiques au Canada et international étaient capables d'offrir jusqu'à 10 millions de couvertures pour un risque individuel. Mais ce qu'on voit dernièrement, c'est que les assureurs ne l'offrent plus. Ils offrent maintenant uniquement du 5 millions, mais même le 5, c'est devenu pas mal rare pour les plus petites entreprises et on voit du 1, 2 ou 3 millions de limites. Et une fois encore, ça dépend sur le niveau de contrôle qu'on va regarder un peu plus tard dans la présentation. George, désolé, George. On a une question de Dominique qui demande, est-ce que l'industrie a un impact sur ce qu'ils vont couvrir ou qu'est-ce qu'ils vont donner comme couverture? Est-ce que c'est... Oui, c'est une excellente question. Donc, l'industrie du client qui cherche à obtenir de la cyberassurance n'aura pas un impact nécessairement sur les couvertures qui sont offertes, mais l'industrie aura sans doute un impact sur les termes et conditions de la police, voulant dire les primes, le niveau de la rétention et la limite offerte. Donc, si on compare, par exemple, l'industrie aérienne, donc les Air Canada, les WestJet, tout opérateur de vol, à quelqu'un qui a un restaurant, par exemple. Oui, dans les deux cas, il y a des cartes de crédit qui sont utilisées dans les deux. Ceci étant dit, les transactions sont plus larges chez les compagnies de vol. Ils ont des numéros de passeport
et il y a beaucoup plus, le volume est beaucoup plus élevé pour eux que pour un restaurant. Donc, quand tu es un assureur et qu'on regarde les deux risques, les couvertures seront les mêmes, mais un assureur va être plus mitigeux quand ils vont réviser la compagnie aérienne que le restaurant. Donc, la compagnie aérienne représente plus de risques. Donc, oui, l'industrie a un impact sur la prime et la rétention et les limites, comme j'ai dit plus tôt, mais en termes des couvertures offertes, ça ne change pas vraiment d'une industrie à l'autre. Et pour faire suite à mon dernier commentaire, la souscription de la cyberassurance est devenue un peu plus compliquée aussi qu'elle était auparavant. Donc, dans le passé, il y a 2, 3, même 4 ans, un client pouvait obtenir de la cyberassurance en donnant très peu d'informations, donc leur site web, les revenus, répondre à quelques questions sur le niveau de contrôle. Et suite à avoir donné ces données-là, on pouvait mettre en place une police. Ce qu'on voit de nos jours, c'est les souscripteurs font une analyse beaucoup plus approfondie qu'auparavant. Donc, les questionnaires sont beaucoup plus longs, on demande beaucoup de questions et les assureurs utilisent aussi des tierces parties comme BitSight pour faire des scans externes et être capable de voir si il y a des failles dans les contrôles des clients qu'ils vont souscrire. Donc, le processus est devenu un peu plus long qu'il l'était auparavant. Donc, si vous souhaitez obtenir de la cyberassurance, ma recommandation est de commencer plus tôt que plus tard, car il va y avoir beaucoup de questions à répondre et on veut s'assurer qu'on a assez de temps pour avoir des bonnes conversations avec les assureurs, des conversations approfondies, parce que quand l'assureur est confortable avec le risque, c'est là qu'on peut avoir des termes un peu plus compétitifs. Si un assureur est pressé et on met de la pression pour donner des termes, ils vont toujours être conservateurs et les primes ne seront pas aussi compétitives que si on leur permet de prendre le temps de bien comprendre le risque. Est-ce que le temps pour avoir, mettons, un renouvellement est pareil? Est-ce que tu dirais qu'il faut commencer plus tôt que plus tard pour un renouvellement aussi? Toujours. En fait, je dirais pour un renouvellement, c'est encore plus important parce qu'on a une date limite. Donc, quand c'est une nouvelle ligne d'assurance qu'on place, c'est sûr qu'on a un objectif. On veut mettre la police en place pour une certaine date, mais ça peut arriver parfois qu'il y a certains délais, 2, 3 jours, la police est placée un peu plus tard. Ce n'est pas la fin du monde. Mais quand on a un renouvellement, il y a vraiment une date fixe par laquelle on doit avoir la police mise en place. Donc, chez Marsh, habituellement, pour nous, le standard, c'est de commencer un renouvellement 120 jours à l'avance, donc 4 mois. C'est là qu'on commence la collecte d'informations pour la souscription. On commence les conversations préliminaires avec les assureurs et on commence à avoir une idée des termes du renouvellement. Et on formule une stratégie pour voir est-ce que les termes offerts par l'assureur existant sont compétitifs. Si on est content, c'est parfait, on poursuit. Si on n'est pas content, bien, on a beaucoup de temps pour aller explorer d'autres options avec d'autres assureurs. Donc, je dirais que le timeline est encore plus important quand on parle d'un renouvellement comparé à des nouvelles affaires, un nouveau placement. Et finalement, en termes de couverture, ce qu'on voit maintenant, c'est que les assureurs réduisent, et dans certains cas, n'offrent pas de couverture reliée aux rançons logicielles. Donc, plutôt, j'ai utilisé le terme cyber extortion. C'est des termes interchangeables. Donc, pour les clients qui ont des mauvais contrôles. Donc, une fois encore, ce n'est pas relié à l'industrie, mais vraiment relié au niveau de contrôle. Donc, si les assureurs ne sont pas confortables, ils se permettent de ne pas offrir la couverture pour les rançons logicielles, qui, une fois encore, en mon opinion, est une des couvertures les plus importantes dans une police cyber. Ça, je le vois souvent dans des cas où le client n'a pas assez de mesures en place au niveau de la sécurité, puis il faut qu'ils mettent ça en place pour telle date ou quoi que ce soit, puis ils n'ont pas le temps. Fait que l'assureur va dire je ne peux pas couvrir cette partie-là. Oui. Et c'est un message qui est difficile à communiquer parfois, surtout si le client a déjà la couverture pour rançon logicielle sur la police qui expire. Mais d'un autre point de vue, c'est ce qu'on aperçoit à travers les 12 derniers mois jusqu'à les 2 dernières années. Il y a eu une amélioration quand même remarquable du point de vue des contrôles des clients.
Donc, on va en parler sous peu, mais on voit vraiment les clients, quand ils n'ont pas le choix, ils améliorent leur contrôle. Et c'est un peu l'objectif aussi. On essaie de réduire le niveau de réclamation parce que, comme vous allez voir dans la prochaine diapositive, le niveau de réclamation continue à monter et que la profitabilité arrête pour les assureurs. Si le produit n'est plus rentable, le produit ne sera plus offert. Puis ça, c'est du bad news pour tout le monde si la cyberassurance n'est plus offerte. Donc, pour vous donner une idée, ce qu'on voit ici, ce sont les pertes au Canada depuis 2015. Donc, on a une colonne en bleu foncé. Donc, le bleu foncé, ce sont les primes qui ont été collectées par tous les assureurs au Canada. Et le bleu pâle, ce sont les pertes qui ont été payées par les assureurs au Canada. Et la ligne bleu pâle que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le loss ratio. Donc, c'est le niveau c'est le total des pertes divisé par le total de primes. Évidemment, pour être profitable, on veut que ce pourcentage soit en dessous de 100%. Et les assureurs, de leur côté, pour qu'une ligne d'assurance soit considérée comme forte et profitable, ils veulent être vers 50 ou 60% pour avoir une marge d'erreur là-dedans et de la profitabilité, évidemment. Donc, si on regarde de 2015 à 2019, les primes sont à la hausse, évidemment, les pertes sont à la hausse aussi, mais on demeure toujours, on a toujours des primes plus élevées que les pertes. Donc, la ligne d'assurance demeure rentable. Ceci étant dit, en 2020, suite à la COVID-19, et on va en parler un peu, on a eu une explosion de pertes et le total des pertes pour l'année 2020 a surpassé la somme de tous les primes qui ont été collectées dans l'histoire du cyber. Donc, en une seule année, la cyberassurance a été d'une couverture rentable pour les assureurs à une assurance non rentable. Donc, comme ça a été expliqué un peu plus tôt, ça a un impact intense sur les termes de renouvellement. Et c'est la raison pour laquelle on voit des coupures de limites, on voit une souscription qui est beaucoup plus approfondie qu'auparavant, on voit des primes qui augmentent et des rétentions parfois même qui sont plus élevées qu'on arrive au renouvellement. Donc, on essaie de retourner à un niveau de profitabilité. Et si on regarde dans les 3 premiers quarts de l'année 2021, on y retourne, on est proche. Le niveau de perte est quand même très élevé. Le loss ratio, comme j'ai mentionné, alentour de 100%, donc toujours pas idéal. Donc, les attentes sont que les primes vont continuer à monter un petit peu. Si on réussit à voir dans 1 ou 2 prochaines années que les pertes continuent à tomber, je pense qu'on va avoir une stabilisation des primes et on va retourner à un marché qui est un peu plus compétitif et dans lequel on a un peu plus de pouvoir dans la négociation. Donc, un commentaire concernant les pertes pour l'année 2020. Comme on le sait tous, il y a eu mondialement un effort d'encourager tout le monde à travailler de la maison. La majorité des entreprises n'étaient pas prêtes du point de vue TI à avoir tous leurs employés qui travaillent de la maison, mais ils n'ont pas eu le choix. Donc, même s'il y avait des failles dans la sécurité des organisations, tout le monde n'a pas eu le choix. Tout le monde, work from home, c'était une édicte globale. Mais les groupes malicieux qui font les attaques globalement en ont pris en avantage et c'est ça qui a été le driver en arrière de tous les pertes de 2020. Ils ont vu une opportunité, ils l'ont pris et ils continuent à en prendre avantage jusqu'à présent. Donc, c'est pour cela qu'on parle et qu'on va parler des contrôles qu'on a besoin de voir pour améliorer votre risque et améliorer vos chances pour acheter une police cyberassurance si c'est quelque chose qui vous intéresse. Avant d'arriver au contrôle, j'aimerais juste donner un petit mot sur les rançongiciels. Donc, dans l'année 2018, la demande moyenne était de 976 000 et suite à des négociations, comme vous le savez, il y a toujours une négociation qui a lieu, le paiement moyen était de 57 000. Donc, si on regarde la charte ici à la droite, environ 5,9% de la demande est ce qui a été payé en 2018. Ceci étant dit,
plus on avance dans les années, plus on voit la demande moyenne augmenter et plus on voit le pourcentage de la demande payée. Donc, pour l'année 2021, on a un montant total demandé de presque 12 millions de dollars en moyenne et le montant payé de 8,3 millions, donc 69,5 %. Donc, c'est quoi qui se passe? Pourquoi est-ce que les négociations ont moins de succès qu'auparavant et que dans l'année 2018-2019, les attaqueurs rentraient dans les systèmes. Une fois qu'ils rentraient, ils ne restaient pas très longtemps, ils demandaient de la rançon, ils quittaient l'environnement, ils passaient à une autre victime. Ce qu'on voit, c'est que suite à 2020, la porte, comme j'ai mentionné plus tôt, avec tout le monde qui a été travaillé à la maison et les failles et les portes qui étaient ouvertes, les attaqueurs rentrent et ils prennent leur temps, restent dans l'environnement plus longtemps, trouvent de l'information qui est plus importante pour l'organisation et se mettent dans une position de pouvoir avant même de se faire connaître par l'entreprise, ce qui leur permet d'avoir une négociation un peu plus compétitive de leur point de vue. Et c'est pour ça qu'ils ont plus de succès avec leur demande de rançon. Évidemment, ça a un impact majeur sur les assureurs qui, eux, de leur côté, paient ces pertes-là. Et c'est pour ça que sur la prochaine diapositive, nous allons parler maintenant des contrôles de cybersécurité qui sont clés pour obtenir la cyberassurance. Donc, vous allez voir ici, on a 12 contrôles. Donc, ce sont les 12 contrôles que nous avons identifiés comme étant clés pour un renouvellement de cyberassurance. Et bien évidemment, il y a très peu d'organisations qui ont les 12 contrôles en place en ce moment. C'est très difficile à faire. C'est pour cette raison que nous avons mis en orange les 5 plus importants des 12. Donc, comme vous voyez, MFA, EDR, des backups qui sont encryptés, un PAM et du email filtering et web security, ce sont les 5 contrôles les plus importants. Ce qu'on voit, et ce que je vois d'un jour à l'autre, c'est que les clients qui n'ont pas de MFA, qui n'ont pas de EDR ou qui n'ont pas de PAM, souvent, c'est très difficile d'obtenir de la cyberassurance. Et la majorité des assureurs ne sont pas prêts à prendre ce risque-là. Ils n'offriront pas cette couverture si une de ces 5 contrôles-là n'est pas en place. Peut-être parce qu'on a différentes organisations ou entreprises dans notre audience. Peut-être, Sergio, c'est quoi MFA? C'est quoi PAM? Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu côté technique vite, là, parce que je sais que tu vas en parler tantôt, là, mais oui. MFA pour tout le monde, peut-être c'est pas, pour nous autres dans l'industrie, on connaît ça, là, mais pas tout le monde. Pendant que je parle, j'aimerais ça que tout le monde prenne une photo de cette page-là parce que quand moi je vais parler, vous allez voir que c'est extrêmement similaire au point de sécurité que nous, ça fait longtemps qu'on essaie de recommander à nos clients. Et voilà pourquoi. Là, maintenant, les compagnies d'assurance exigent, il y a des prérequis, évidemment, pour mettre certaines choses en place. Sinon, c'est ceux qui ne peuvent pas vous couvrir avec si on ne fait même pas la minime. Dans certains cas aussi, George, j'ai vu des compagnies inclure absolument la gestion des patchs, fait que le patch management, le vulnerability, tout ça aussi. Mais effectivement, le MFA, le multifacteur, ou 2FA, là, comme qu'on appelle, c'est vraiment similaire à une banque, un compte de banque qu'on se log sur le web et il demande un code qui est envoyé à votre cellulaire. C'est un deuxième test de contrôle pour s'assurer que c'est bel et bien vous qui se connecte au système. Fait que ce soit votre courriel, vos systèmes réseau, une application qui est sur le web, mais c'est toujours mieux d'avoir une deuxième façon juste une façon de confirmer que c'est bel et bien vous et non juste votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Fait que normalement, c'est avec un code qui est envoyé via texte ou une application ou un genre de clé RSA qui appelle, là, qui donne un code pour rentrer avant de vous donner accès. Le Endpoint Detection and Response, c'est vraiment l'antivirus de nouvelle génération. Ce n'est plus un antivirus standard. Ça fonctionne plus au niveau du comportement de la machine. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train d'encrypter les fichiers? Est-ce qu'il est en train de copier, les déplacer, faire des choses qu'il n'est pas censé faire normalement dans une journée?
Ce genre d'antivirus-là, ben, arrête la machine, coupe la connexion, avise le monde. Puis là, il y a du monde qui interviennent pour essayer de régler tout ça. Évidemment, quand on fait des backups, on va s'assurer que c'est encrypté, fait qu'un logiciel qui est capable de désencrypter et faire une réplication ou de le copier à l'extérieur de votre réseau en ce moment pour s'assurer que, comme George disait, quelqu'un va rentrer, il va attendre longtemps, analyser, possiblement débarquer les sauvegardes, effacer les sauvegardes, la session et tout. Et ensuite, vous n'avez aucune data ailleurs pour faire un recouvrement de fichiers. Et là, il demande de l'argent, puis vous avez comme quasiment pas le choix de le payer. Le Privileged Access Management, c'est plus au niveau gestion des permissions, des groupes, les accès que vos utilisateurs ont dans votre environnement. Si je peux le comparer, je peux dire Active Directory. Fait que si vous connaissez Active Directory, ça fonctionne sur une espèce de rôle. Chaque utilisateur fait partie d'un groupe, un département. Ils ont accès à certaines choses, pas tout le réseau complet. Il y a un administrateur global en haut de tout ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a accès au poste de travail en tant qu'administrateur. Ça, c'est toutes des petites améliorations qu'on peut mettre dans votre environnement. Surtout si vous avez déjà Active Directory, c'est comme un genre de check-up et nettoyage, amélioration qu'on peut faire. Et le email filtering, web security, c'est plusieurs solutions qu'on peut utiliser. Principalement, si on a un pare-feu qu'on appelle un UTM, Unified Threat Management, mais on peut faire le filtrage au niveau de la sécurité du trafic qui rentre et sort. Évidemment, ça prend aussi un genre d'anti-pourriel, anti-spam, solution anti-spam pour protéger vos courriels, pour enlever les courriels, une bonne partie des courriels. C'est des systèmes que pour le moment, c'est vraiment la base que je vois dans tous de nos clients. En tout cas, quand ils remplissent les formulaires, nous, on est impliqués souvent à remplir ces formulaires-là parce qu'on les gère. Puis des fois, ben oui, on a beau pour proposer ça pendant des mois et des années, puis ils ne l'ont pas pris, mais éventuellement, les compagnies d'assurance vont l'exiger. Vous n'avez pas le choix de le mettre en place. Puis si je peux rajouter au niveau du patch, mais les patchs, quand on gère un environnement, ben, il faut juste s'assurer que les postes de travail sont à jour en tout temps, que ce soit poste de travail, portable, ordinateur, serveur, assurer que tout est à jour au niveau les correctifs de Microsoft, votre application, le firmware, les codes, les microcodes des pare-feux, les machines, quoi que ce soit, mettez-le à jour parce que c'est la première façon que les autres rentrent. Ben, plus à ce temps, c'est maintenant avec les courriels, là, mais c'est un des deux facteurs le plus facile qui rentre dans votre environnement. Oui, non, excellent. Merci, Sergio. Puis, un commentaire que j'aimerais juste rajouter, c'est si vous êtes actuellement en train de considérer la cyberassurance, mettez l'emphase sur les 5 contrôles qui sont en orange avant d'aller obtenir la couverture. Mais si vous avez certains contrôles qui sont en bleu ici, qui ne sont pas en place, mais vous avez les 5 qui sont en orange, commencez le processus. Parlez à votre courtier. Si vous n'avez pas de courtier, je pense qu'on va partager mon courriel à la fin de la présentation. Connectez avec moi. Si vous avez les 5 en orange, c'est une bonne base pour commencer le processus de l'obtention de cyberassurance. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, je vous remercie pour les 40 dernières minutes de votre temps. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Oui, on a quelques-uns qui sont rentrés. Une qui rentre de Sophie qui dit comment déterminer la couverture suffisante pour une organisation? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Oui, c'est une excellente question. En premier lieu, souvent, les compagnies ont des demandes contractuelles. Donc, vous signez des contrats avec des tierces parties qui exigent une couverture de cyber minimale. Donc, je ne sais pas, dans certains cas, ça peut être 1 million, 2 millions, 5 millions, dépendamment du contrat. Donc, ça pourrait être un guide en premier lieu. Aussi, si vous avez un courtier, parlez avec votre courtier. Le courtier peut être en mesure de vous aider à comprendre votre risque et le niveau de risque que vous avez. Donc, je sais qu'ici, chez Marsh, on est en mesure de faire, dépendamment de l'ampleur du client, des rapports de quantification. Donc, vous aider à comprendre le type de perte que vous pouvez avoir
et les montants maximaux qu'on estime la perte peut avoir. Donc, on utilise ces différents points-là pour vous aider à acheter une limite. Et le dernier point à ce sujet-là, c'est on doit aussi regarder c'est quoi que le marché est prêt à offrir. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a certains clients, même s'ils veulent acheter 10 millions de couvertures, ils ne peuvent qu'en acheter 3 s'ils n'ont pas les contrôles requis en place. Donc, dans certains cas, même s'il y a une certaine limite qu'on veut acheter, on peut être limité par le niveau de contrôle qu'on a en place. En parlant de ça, Marie-Pierre demande comment choisir un courtier d'assurance de cybersécurité. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait regarder, des questions à poser peut-être? Oui, c'est sûr que de mon point de vue, excusez l'anglicisme, mais je suis un peu biased étant chez Marsh, mais pour moi, un courtier, c'est quelqu'un, ou un bon courtier, c'est quelqu'un qui va vous aider à comprendre votre risque ainsi que placer la police d'assurance. Donc, en tant que courtier, la responsabilité est uniquement de mettre en place une police, mais si vous avez un courtier qui vous aide à comprendre votre risque, surtout dans le contexte de cyber, qui vous aide à quantifier votre risque, et de s'assurer que vous avez une police qui est en place, qui touche sur tous les points et toutes les couvertures qui sont importants pour vous comme organisation, je pense que vous avez un bon courtier. Si vous ne savez pas où commencer, évidemment, demandez à des collègues qui ont des bonnes références, qui ont eu des bonnes expériences avec des courtiers. Je suis certain que vous allez avoir des bonnes recommandations. Mais sinon, chez Marsh, on est le courtage le plus grand au monde. On a des clients dans toutes les industries, de toutes les ampleurs. On a des clients qui sont des revenus de quelques millions jusqu'à quelques milliards. Donc, il y a vraiment une gamme de clients très vaste et ça nous ferait plaisir d'en discuter en profondeur avec vous. On a une autre question qui est rentrée d'Alexandre, mais pendant que, puis c'est plus, je pense, à niveau de Sergio. Fait que, George, peux-tu te demander de mettre ton courriel dans le chat? Est-ce que, pendant que je demande la question à Sergio. Donc, Alexandre demande, est-ce que Office 365 offre déjà des protections pour les courriels? Hein? Une bonne question, hein, Sergio? C'est pas pour rien que Microsoft offre un produit qui s'appelle ATP, Advanced Threat Protection. C'est une licence par-dessus votre licence actuelle pour protéger votre environnement en termes de sécurité, courriel, le tenant Microsoft et d'autres choses. C'est parce que leur produit, bon, je ne veux pas dire leur produit de base, mais leur produit d'Office ou M365 en ce moment, on dit souvent dans d'autres webinaires, la responsabilité de Microsoft, c'est de protéger la sécurité de leur infrastructure qui est livrée pour vous. Le service as a cloud qui appelle est toujours fonctionnel pour vous, disponible, mais ce n'est pas leur responsabilité de voir s'il y a des courriels qui rentrent chez vous et c'est des virus, mais ce n'est pas leur responsabilité. Fait que c'est notre responsabilité, votre responsabilité de mettre en place des solutions qui vont protéger au niveau courriel. Si vous avez des serveurs sur cloud chez Microsoft Azure, c'est votre responsabilité de mettre un EDR, c'est votre responsabilité de s'assurer que c'est patché à jour. C'est hors de la responsabilité de Microsoft. C'est un peu comme une communauté clôturée, qu'il y a peut-être l'entité qui va s'assurer que la clôture est fonctionnelle, mais ça n'empêche pas quelqu'un de prendre un escabeau, de sauter par-dessus la clôture, puis d'aller chez vous. C'est votre responsabilité d'avoir la caméra, un système d'alarme chez vous. Fait que c'est un peu le même concept dans tout ça. Parfait. Donc, j'ai partagé avec tout le monde le courriel de George. Si vous cherchez un courtier, vous pouvez le contacter, right? Et on a une autre question de Stéphanie qui demande comment est-ce que une compagnie d'assurance évalue le risque qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils prennent en considération? Je pense qu'on en a parlé un petit peu, mais peut-être. Oui, c'est très unique pour chaque assureur. Donc,
différents assureurs prennent différents niveaux de risque. Donc, un assureur allemand, un assureur aux États-Unis, un assureur en Angleterre, tout le monde a leur propre niveau de risque qu'ils sont prêts à prendre. Et ils ont aussi différentes industries qui leur plaisent plus que d'autres. Donc, j'ai fait référence à l'industrie aérienne plus tôt. Ça, c'est une industrie que tout le monde a un peu de difficulté. Mais tu sais, si on prend, par exemple, un assureur canadien. Au Canada, on a beaucoup de compagnies financières, beaucoup de banques. Donc, pour eux, ça, c'est un risque avec lequel ils sont à l'aise et sont prêts à prendre plus de clients dans ce domaine-là. Donc, l'industrie, c'est sûr que c'est en premier lieu ce qu'ils regardent. Par la suite, c'est vraiment le niveau de contrôle. Donc, si la compagnie a un produit qui est rentable. Donc, si individuellement, vous avez vu le loss ratio que j'ai montré plus tôt, qui est les pertes divisées par les primes qui sont collectées, si une compagnie a un bon loss ratio vers le 50 ou 60 ils se permettent de prendre un peu plus de risques sur les comptes qu'ils souscrivent parce qu'ils ont un peu il y a une marge, ils peuvent avoir un peu de perte et demeurer profitables. Si ce loss ratio-là se trouve à être 100 ou plus élevé, c'est là qu'on voit qu'ils deviennent un peu plus stricts sur les risques qu'ils prennent et sur les compagnies qui sont prêtes à assurer. Donc, c'est vraiment ces deux éléments-là. Donc, je vous dirais vraiment, de nos jours, vu que les pertes sont quand même élevées et qu'on voit un loss ratio qui est alentour de 100 on ne voit pas beaucoup de flexibilité chez les assureurs. Dans quelques années, idéalement, si les pertes continuent à tomber et les primes réussissent à stabiliser aux alentours au niveau qu'ils sont en ce moment, je pense qu'on va voir un loss ratio plus vers les 50-60 dans le futur et ils seront prêts à prendre des risques un peu plus, ou je veux dire avec des contrôles un peu moins matures. Mais une fois encore, je ne pense pas que c'est bien d'attendre 2-3 ans avant d'acheter la police cyber. Il y a une raison qu'on voit beaucoup de pertes de nos jours, c'est parce que c'est là que ça se passe, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, j'espère que ça répond à la question. Oui, merci. On a plusieurs questions qui sont rentrées, mais Sergio, je vais te faire laisser finir. On voit le diapo, peut-être parler un peu Ben, là-dessus. je pense qu'on en le laissant sur l'écran, ça donne une idée au niveau quel genre de solution que nous, on peut aider tout le monde à mettre en place. Nous, on appelle ça les 6 couches ou l'oignon, les 6 couches de sécurité qu'on peut mettre en place. Il y a différentes solutions, services qu'on peut mettre en place. Encore une fois, ça fait longtemps que nous, on dit que ça, c'est vraiment, il faudrait vraiment analyser chacun des couches et essayer de mettre quelques-uns au moins. Là, comme George disait, c'est parce que impossible de tout mettre en place. C'est côté coût et côté fonctionnalité. Pour certaines compagnies, c'est vraiment pas faisable. Mais maintenant, on a comme un genre de baseline, si on peut dire, avec les compagnies d'assurance qui exigent certaines choses. Bien, comparativement à ce qu'on a vu avec les minimes, les prérequis que George disait, ben, on les voit ici dans notre liste. C'est sûr que ça prendrait des choses comme le endpoint detection qui est dans la section 4 pour la gestion des correctifs. Le cryptage de disques aussi vient souvent, ce qu'on appelle le BitLocker sur les postes de travail. Ça vient souvent sur certaines compagnies d'assurance. Sinon, le 2FA, la gestion des mots de passe, la formation et la sensibilisation aux utilisateurs, parce qu'encore une fois, l'utilisateur, c'est le maillon faible. C'est eux autres qui vont éventuellement cliquer sur quelque chose qui va déclencher un incident de cybersécurité, l'attaque, la personne qui va rentrer, attendre longtemps, peut-être infiltrer une compromis au niveau du sauvegarde, effacer les données. Fait qu'il y a plusieurs couches qu'on pourrait mettre facilement chez nos clients à des prix raisonnables en termes d'investissement. Puis ça peut être échelonné sur plusieurs étapes là, pour s'assurer que tout va bien. Mais comme George disait, il faut commencer à quelque part parce qu'éventuellement, c'est des exigences, des prérequis qui vont être partout. Puis malheureusement, si les compagnies d'assurance ne voient pas un profit dans un service ou une solution comme nous, si on ne voit pas d'avantage de vendre cette solution-là, ben on va carrément l'enlever du marché, puis ça devient grave pour tout le monde. On ne peut pas se faire assurer. Fait qu'en fait, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de contacter votre représentant au microage.
Et ça reste que si vous regardez l'historique de nos webinaires, on parle souvent de ces 6 couches-là. Et je suis content de voir que le point de vue de George maintenant commence à solidifier le message que nous, ça fait un bout qu'on essaie de donner à nos clients, que tout le monde parle le même langage. Et je pense qu'il faut aussi, je veux dire, ça, c'est des choses qui sont logiques, là. Mis à part que les compagnies d'assurance demandent ça, c'est des choses logiques pour minimiser les risques. Il n'y a jamais de garantie. Là. On ne peut pas dire à 100% ben, si tu mets tout ça en place, tout va bien aller, là, mais au moins réduire les risques et ce que les compagnies d'assurance demandent, c'est de minimiser les risques. Mais les entreprises, que ce soit des petites, des PME ou des plus grandes, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir ces assurances-là. C'est tellement coûteux, une brèche ou une cyber-incidence que pas avoir les assurances que vous avez besoin, ben, ça représente un risque en elle-même, right? Oui. Fait que, on va continuer un petit peu avec les questions. Il y en a un de Guy qui demande, est-ce qu'il y a des cas répertoriés d'intrusion dans M365? Est-ce qu'il y a des Cas répertoriés, excuse-moi. J'essaie de comprendre la question. C'est des cas de Est-ce qu'on a déjà cyberattaque? vu des cas où, avec M365, il y a quand même eu des intrusions? C'est la Ben, façon que je le compte. nous, on a été impliqués sur certains clients qui avaient justement du Office 365, puis c'est des courriels qui ont quand même rentré, puis c'est du monde qui ont cliqué dessus pour commencer le processus d'un criminel, soit d'encrypter, soit d'enlever des fichiers, soit d'effacer ou de carrément infecter le réseau au complet. Fait que oui, effectivement, on a vu des cas avec Office aussi. OK. Dominique demande, lorsqu'on fait affaire avec un provider pour des services, des apps web, comment peut-on s'assurer que tout est correct de leur côté? Ben, la première chose, il faudrait poser des questions, essayer de trouver un contact pour voir c'est quoi les mesures que eux autres ils ont mis en place. Pas peur de poser la question, c'est qu'est-ce que vous avez en termes de sécurité dans votre environnement pour que moi je sois à l'aise d'utiliser votre plateforme app web ou sous l'application SaaS ou quoi que ce soit. Une bonne partie en ont mis, mais c'est sûr que peut-être on fait affaire avec une compagnie qui a un portail, puis ils n'ont peut-être pas le tout effet d'activer ou d'autres services de sécurité, mais assurez d'avoir qui vous donne ou qui vous explique c'est quoi leur plan pour le mettre en place. Puis s'ils ne le mettent pas en place ou s'ils n'envisagent pas le mettre en place, ben, c'est un risque que vous devriez prendre une décision, soit de continuer avec ou de possiblement faire des recherches pour changer de plateforme. Je sais que c'est facile à dire puis difficile à implanter, mais il y a toujours moyen, on va utiliser le mot segmenter, mais il y a toujours une façon de segmenter si on veut absolument travailler avec un produit app qui n'est pas sécurisé à votre standard, de quand même peut-être avoir une politique d'utiliser peut-être des noms d'utilisateurs différents que vous utilisez ailleurs ou qu'avec votre 2FA. Il y a différentes façons, pas de contourner, mais il y a différentes façons de vivre avec ce risque-là, mais ça reste que c'est un risque quand même. Fait que, de plus en plus, tout le monde doit aller dans ce chemin-là, mais malheureusement, il y a du monde qui sont plus relax en termes de mettre leurs mesures de sécurité. Puis ça inclut les fournisseurs de services, les fournisseurs d'applications web et tout. Les personnes est à l'abri. On a une question d'Amir, ça c'est pour George. C'est quoi les raisons pour lesquelles les organisations se font refuser leur assurance? On parle des mesures, c'est probablement une des gros réponses, mais y a-t-il d'autres raisons? Donc, la raison primaire, c'est les contrôles qui ne sont pas adéquats. Donc, si le niveau de contrôle n'est pas adéquat, donc on peut retourner à la liste des 12 contrôles que j'ai mis à l'écran plus tôt.
Si on n'a pas les contrôles qui étaient en orange, donc le MFA, le EDR, le PAM, la majorité du temps, c'est la raison pour laquelle un client est refusé. Il n'y a pas vraiment d'autres raisons, à part peut-être si le client est dans une industrie qui est considérée comme volatile. Donc, la seule qui me vient à l'esprit une fois encore, c'est l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, si vous opérez dans tout ce qui est considéré cryptocurrency, c'est là qu'on va avoir de la misère à mettre une police en place. Toute autre industrie, on est correct. Je pense qu'auparavant, on avait beaucoup de difficultés avec le cannabis, mais depuis que ça a été légalisé au Canada, c'est devenu beaucoup plus facile à assurer. Mais si vous avez des opérations de cannabis, par exemple aux États-Unis, ces opérations-là seraient exclues. Mais la majorité du temps, je vous dirais 99% des déclinaisons, c'est un manque de contrôle. Une autre question de Mohamed. Est-ce que les assureurs ont tendance à recommander certains produits de sécurité au détriment des concurrents? Excuse-moi. Donc, les assureurs, c'est sûr que de leur côté, ils ont tous des vendeurs avec lesquels ils ont peut-être des taux préférables, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement disponible pour quelqu'un qui n'a pas une assurance avec l'assuré. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est si vous réussissez à mettre en place une police avec un assureur, si vous avez besoin d'un expert pour faire la négociation d'un rançon logiciel ou d'une firme, d'un public relation pour communiquer le message au public que vous avez été attaqué. Ils ont des taux préférables pour accéder à ces ressources-là. Mais la première étape, évidemment, c'est de réussir à mettre en place une police avec l'assureur pour être capable de bénéficier de ces services-là. Sans la police, on ne peut pas avoir accès à ces taux-là. C'est sûr, évidemment, c'est des compagnies qui ont des clients comme tout autre, donc vous pouvez les approcher directement. Mais un des bénéfices de la police d'assurance, ce n'est pas juste la couverture, mais ce sont tous les tierces parties, les services antérieurs auxquels vous avez accès à travers l'assureur. OK. Il y a un autre, mais c'était un commentaire, puis vous avez raison, Joseph. On a vu du monde qui n'ont pas fait, mettons, on travaille tout avec des partenaires. Les solutions, les services qu'on offre, peu importe l'organisation, l'entreprise, on travaille avec des partenaires. Fait que faut être à l'aise avec ces partenaires-là, premièrement, côté sécurité. Deuxièmement, s'ils viennent et disent, écoute, il faut mettre un patch en place parce qu'on a trouvé une porte d'entrée pour des cybercriminels, ben faut suivre leurs recommandations, right? Parce que ça va arriver. Là. Fait que c'est sûr que les risques sont plus élevés qu'ils l'étaient parce qu'on travaille beaucoup avec d'autres partenaires, puis il faut faire je sais pas comment dire en français, mais le due diligence, right? Pour s'assurer qu'on est confortable avec les mesures qu'eux, ils ont en place aussi. Je vois pas d'autres questions qui rentrent, mais si vous en avez, on a quand même quelques minutes encore. Mais entre-temps, je veux dire merci beaucoup de vous avoir joints à nous aujourd'hui et pour les excellentes questions. On a eu plusieurs et c'est le fun, c'est ce qu'on aime. Nous vous encourageons à télécharger le guide que nous avons mis à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous voyez le lien pour aller télécharger le guide, mais aussi je l'ai mis dans le chat, comme ça vous n'avez pas à le réécrire, vous pouvez juste le copier puis l'utiliser. Et je voulais juste vous dire aussi qu'on prend une petite pause de nos webinaires cet été, mais que nous serons de retour à la fin d'août avec notre prochain micro-âge Parle Technologie. Nous espérons de vous voir à notre retour. Donc, encore une fois, merci beaucoup, George, pour ta collaboration avec la présentation.
Sergio, comme d'habitude, merci. Merci. Et sur ce, je vous dis merci à vous tous et je vous souhaite une belle journée et un bel été. Donc, on va se voir au mois d'août. Merci beaucoup. Merci tout le Bonne monde. journée.